Voilà. Donc, pour ma présentation, je partirai de Freud, comme je le fais souvent, et de son esquisse pour une science psychologique. Freud se pose la question, comment faire la distinction entre une perception et une imagination? C'est-à-dire, par exemple, comment ne sucer que lorsqu'il y a réellement un sein? Comment ne fuir que lorsqu'il y a réellement un danger? Comment faire la différence entre un sein imaginé ou un danger imaginé et un sein réel, un danger réel? Pour ce faire, il va convoquer ces neurones qui sont un peu des neurones énigmatiques, ce sont les neurones oméga, qui ont toujours été un peu des neurones problématiques aussi pour la traduction. Mais j'affirme avec conviction qu'il s'agit bien de neurones moteurs, même si ces neurones sont impliqués dans la perception. Ce sont des neurones moteurs. En effet, Freud dit de ces neurones que la direction de leur décharge est efférente, c'est-à-dire dans la direction de la motilité. Donc je vous emmène tout de suite dans un vrai morceau théorique. Vous allez voir, ça va durer 5 minutes, mais c'est éminemment important et après je vous montrerai un peu les enjeux de tout ça. Donc je continue avec ce gros morceau théorique. À partir de ces neurones oméga, qui sont donc des neurones moteurs, mais qui sont très importants pour la constitution de la perception, on pourrait par exemple penser aux neurones oméga comme à des neurones oculomoteurs, c'est-à-dire des neurones qui vont contracter des muscles qui vont permettre de diriger le regard. Donc ce sont tout à fait des muscles, mais c'est quand même constitutif de la perception. Freud en dit, pour chaque perception s'établit en oméga, donc par exemple ces neurones oculomoteurs, une excitation porteuse de qualité qui pourtant est d'abord sans signification pour l'appareil psychique. Il faut encore ajouter que l'excitation d'oméga conduit à une décharge d'oméga et qu'à partir de celle-ci, comme à partir de toute décharge, une information aboutit à psi. Donc très concrètement, s'il y a une perception dans l'environnement, s'il y a quelque chose que nous percevons dans l'environnement, nous allons diriger notre regard. Pour ce faire, nous allons avoir une contraction de ces muscles oculomoteurs, il y aura une commande motrice et cette commande motrice, il y aura une information qui retournera centralement à l'appareil psychique et qui nous informera que nous avons donné une commande motrice et que donc nous allons décharger et que donc nous allons regarder. Donc l'information de décharge qui vient de oméga, de ces neurones oculomoteurs, est alors pour psi, pour l'appareil psychique, l'indice de qualité ou de réalité. C'est l'indice qui dit en fait l'information sensorielle que vous avez est le fait d'une perception active, d'une prise active d'un regard dans l'environnement. Le fait que Freud soit comme ça dans une conception active de la perception n'est pas du tout, c'est pas du tout étonnant puisqu'il était à l'école de Berlin de la physiologie avec entre autres Brücke et von Helmholtz. Et von Helmholtz avait dit The impulsion to motion which we give to an innervation of our motor nerves is something immediately perceivable. C'est-à-dire que l'impulsion que nous donnons de faire une commande motrice, nous en avons une information directe, il y a un retour direct, nous percevons le fait que nous avons donné une commande motrice. Et donc cette perception de la commande motrice, c'est précisément la décharge d'oméga, c'est précisément l'indice qui dit il y a réalité, nous voyons réellement un sein, nous voyons réellement un danger. Si l'objet de vœu est investi abondamment, au point d'être animé hallucinatoirement, il s'ensuit également le même indice de décharge ou de réalité pour la perception externe, mais si l'investissement de vœu a lieu sous inhibition, comme c'est possible pour un moins investi, alors est concevable un cas quantitatif où l'investissement de vœu, n'étant pas assez intense, il ne donne aucun signe de réalité, alors que la perception externe en donnerait un. Pour ce cas, le critère garde donc sa valeur. C'est-à-dire que si nous avons très envie de voir quelque chose, nous allons avoir un grand vœu et ça va
faire que nous allons réellement bouger les yeux. De ce fait, nous allons réellement avoir un message comme quoi nous avons bougé les yeux et nous allons donner une qualité de réalité à cette représentation interne. Ce sera une hallucination. Ça se fait lorsque le moi n'est pas bien investi, lorsque le cortex préfrontal, on pourrait dire, est sous-fonctionnel. Mais si le cortex préfrontal est bien fonctionnel, le moi est investi, alors nous allons mettre les motions de vœux sous inhibition et à ce moment-là, le critère va vraiment faire la différence entre externe et interne. En effet, la distinction entre les deux instances tient au fait que les indices de qualité provenant du dehors apparaissent quelle que soit l'intensité de l'investissement. Dès qu'on va bouger le regard vers quelque chose, même quelque chose de flou ou de pas très visible, nous bougerons nos yeux, nous aurons une information comme quoi nous avons bougé les yeux, tandis que ceux émanant de psy, quand on a très envie de voir quelque chose, ne se présentent que si la charge est forte. Par conséquent, c'est une inhibition due au moi qui rend possible la formation d'un critère qui permet d'établir une distinction entre une perception et un souvenir ou une imagination. C'est presque fini pour la théorie, vous allez voir, c'est le dernier dia. Donc, lors d'une inhibition par le moi investi, les indices de décharge issus d'oméga deviennent de façon tout à fait générale des indices de réalité que psy, l'appareil psychique, apprend biologiquement à utiliser. Et puis, il fait le lien avec ça, comment faire la différence entre une représentation et une imagination, et donc une perception et une imagination, et les processus primaires et secondaires. Donc ça, c'est encore très important. Nous désignons l'investissement des vœux jusqu'à l'hallucination ou le plein développement du déplaisir qui entraîne avec lui la pleine dépense de défense comme processus psychique primaire. Par contre, ces processus qui ne sont rendus possibles que par le bon investissement du moi et représentent une atténuation des précédents, nous les désignons comme processus psychiques secondaires. La condition de ces derniers est, comme on voit, une juste utilisation des indices de réalité qui n'est possible que lors de l'inhibition par le moi. Donc, après avoir fait la différence, comment faire une distinction entre une imagination et une perception, il va dire que les indices de réalité, donc les messages de décharge, sont aussi un critère pour définir les processus secondaires. Ce sont des clés dans mon esprit pour faire un vrai dialogue entre deux modèles, parce que c'est un point où, pour moi, les deux modèles se touchent. Les Abfuhrnachricht, les messages de décharge des neurones oméga, les indices de réalité, j'ai proposé que ce soit vraiment les copies d'efférence dans les modèles récents. Les copies d'efférence, pour mémoire, ce sont les copies qui sont dérivées des commandes motrices. On donne une décharge, eh bien, il y aura une copie de cette décharge qui retournera vers le système nerveux central et informera le système nerveux central que nous avons donné une commande motrice et que les changements proprioceptifs que nous allons sentir seront la conséquence de notre propre mouvement et pas d'un dérangement extérieur. J'ai proposé l'équivalence entre ces deux modèles parce que d'abord, ils sont tous les deux dérivés historiquement du modèle de von Helmholtz. Les copies d'efférence, ça vient de la décharge corollaire qui vient de ce modèle de von Helmholtz. Ce sont tous les deux exactement la même chose, les messages réafférents dérivés des commandes motrices. Ils permettent tous les deux la distinction entre l'origine interne et l'origine externe d'une représentation. Ils demandent tous les deux un bon fonctionnement du moi ou du cortex préfrontal, qui par d'autres déjà ont été vus comme équivalents. Ils sont tous les deux impliqués dans le bon fonctionnement du processus secondaire et de la voie dorsale. Ça, c'est moi qui propose aussi une équivalence logique entre les deux, j'y reviendrai. Et ils sont tous les deux mis en cause lors des hallucinations, des voies et plus généralement dans la psychose. Donc il y a vraiment beaucoup, il y a comme ça une convergence d'éléments qui proposent que ces deux soient en fait équivalents et que c'est un point vraiment où les modèles se croisent et qui permet une traduction des modèles.
La puissance heuristique et la parcimonie du modèle, c'est donc qu'il permet un dialogue interdisciplinaire, et j'ai développé cela ailleurs, mais aussi que c'est vraiment à la base de l'appareil psychique, à la base de l'imagerie mentale en général. Et là, pour faire le pont, on va s'adresser à Marc Jeanneraud, qui dit que, par exemple, une décharge entretenue, c'est-à-dire une décharge motrice entretenue, et quand est-ce qu'elle est entretenue? Quand elle n'est pas suivie d'une contraction, elle n'est pas suivie de proprioception, eh bien, cette décharge entretenue sera alors interprétée centralement comme une activité représentationnelle pure et donnerait lieu à une imagerie mentale. C'est la naissance d'une imagerie mentale, d'un appareil mental. Et ça fait beaucoup penser à ce que Freud disait exactement un siècle avant, les perceptions sont des images motrices, écrit-il dans l'esquisse. Et ensuite, naturellement, ça permet cette passerelle vers la clinique, vers beaucoup de cliniques, mais entre autres, principalement, enfin de façon très remarquable, celle de la psychose. Je ne vais pas m'étendre, mais je vais juste encore faire le lien entre ce modèle et les modèles de processus primaire et secondaire. Je vous avais dit, c'est aussi la clé parce que le processus secondaire fait appel à comme critère l'utilisation de ces messages de décharge, et on pourrait dire que la voie dorsale, il y a comme ça une dichotomie dans les neurosciences entre voie dorsale et voie ventrale, et c'est utilisé par beaucoup de neuroscientifiques dans des tas de contextes différents. Et la voie dorsale est une voie motrice d'organisation de l'action qui a besoin des copies d'efférence, comme le processus secondaire a besoin de copies d'efférence, et qui va aussi faire appel à une contextualisation de l'environnement et aussi de l'état d'intentionnalité du sujet, et donc qui permet ce principe de réalité, l'action adéquate. Alors que je propose que la voie ventrale, elle, qui cherche une identité de perception, c'est à peu près les mots que Jeanneraud et Jacob utilisent, c'est un traitement parallèle à partir de traits qui permettent d'identifier un stimulus, serait équivalent au processus primaire. Et qui plus est, cela correspond aussi avec le fait que la voie dorsale a une activité inhibitrice sur les candidats de la voie ventrale, comme le processus secondaire a une activité inhibitrice sur la réactivité du processus primaire. Voilà, la théorie le plus dur est passée. Je vous l'ai donné d'abord, au moment où vous êtes le plus frais, parce que je voulais vous montrer l'importance du modèle moteur de la constitution psychique, alors que je trouve que nos modèles psychanalytiques, mais psychologiques en général, sont vraiment encore très perceptuels, classiquement, passivement perceptuels, et que pour moi, tout change quand on a un modèle d'une constitution motrice. Et de donner les clés de ce dialogue, je pense que centralement, il y a le modèle de copie d'efférence qui devient le predictive coding, et vous allez en entendre parler avec Thomas, mais aussi qui permet cette distinction entre processus primaire et secondaire. Et ça, pour moi, c'est éminemment important parce que les concepts de processus primaire, à mon avis, même si c'est controversiel, sont opérationnalisables et ils permettent là où une mesure. Voilà. Pour le reste du temps, je vais vous montrer ce que c'est, ou ce que ça pourrait être, ou ce que je propose que ça pourrait être, cette mesure des processus primaires et secondaires, et ce à quoi ça peut mener. L'instrument qui est un peu connu entre-temps, c'est l'instrument du GEO4, et il est ultra simple, et c'est pour ça aussi qu'il est très vulnérable à la critique. C'est une question qu'on pose, on a une figure maître et on a deux figures cibles, et c'est un choix forcé. Quelle des deux figures cibles est le plus similaire à la figure maître? Est-ce la figure qui correspond point par point, composante par composante, attribut par attribut à la figure maître, et a donc, on pourrait dire, une similarité superficielle associative? Ceci serait indicatif, comme un probe du processus primaire, où ce serait l'association sur base d'attributs qui prévaudrait, ou est-ce l'équivalent qui diffère en toutes ses composantes, en tous ses attributs, mais a une configuration similaire? Ceci est alors donc le choix relationnel, configurationnel, qui serait un probe, une façon de mesurer le processus secondaire, aussi parce qu'on ne voit que cette similarité à partir d'un point tiers, à partir d'une distance, quand on peut inhiber le fait d'être dans le stimulus. Alors c'est très vulnérable à la critique,
entre-temps, voilà, nous l'avons développé sous différentes formes et nous avons utilisé ce système pour mesurer, par exemple, les processus primaires et secondaires ou leur proposer équivalent dans une population de patients psychotiques. Et ceci, ce sont des histogrammes. Pour les lire, le 6 veut dire 6 choix, il y a 6 éléments, 6 choix attributionnels, c'est-à-dire processus primaire. 0 choix attributionnel veut dire 6 choix relationnels, c'est un choix forcé, et veut dire en processus secondaire. Donc plus les barres sont hautes ici au 6, plus on est en attributionnel, plus on est en processus primaire. Et donc ce que l'on voit ici, c'est que pour les patients psychotiques, non psychotiques psychiatriques ou les patients psychotiques mais sans symptômes aigus, il y a beaucoup de processus primaires, mais il y a aussi quand même du processus secondaire, alors que les patients psychotiques qui sont en décompensation, voilà la différence principale, c'est que le processus secondaire, ou ce qu'on pense être sa mesure, disparaît avec un fonctionnement principalement en processus primaire. Donc il y a une grande prédominance. Ici, c'est une étude d'une étudiante qui a proposé de vérifier empiriquement le concept de transparence psychique et elle montre une grande recrudescence des processus primaires, 6-AT, dans les femmes enceintes dans leur dernier trimestre par rapport aux femmes contrôle et aux futurs pères. Ceci, ce sont les choix forcés pour des enfants entre 2 ans et demi, 3 ans, 4, 5, 6 et 7 ans. Donc, pour rappel à nouveau, le 6, c'est processus primaire, le 0, c'est processus secondaire. On voit qu'à 2 ans et demi, voilà, les choix sont tout à fait arbitraires, il n'y a pas de réel choix, mais que plus on avance en âge, ici 3 ans, 4 ans, les petits-enfants reconnaissent le processus primaire, enfin reconnaissent les choix attributionnels et font des choix attributionnels. Et l'on voit ce qui se passe entre 5 et 6 ans, un changement abrupt, dramatique, avec tout d'un coup une vraie secondarisation et cela va rester la même chose pour le restant de la vie. Alors, nous avons traduit ce paradigme dans une mesure linguistique des processus primaires et secondaires et nous avons proposé que pour un mot maître, comme le mot rive, un alternatif phonologique serait comme l'alternatif attributionnel, donc cela correspond phonème par phonème, mais dans un autre ordre au mot maître, et donc ce serait un choix dont on pense qu'il est processus primaire, alors que le choix sémantique dans l'intentionnalité de dire serait un choix de processus secondaire. Avec ce paradigme-là, nous avons testé quelque chose de fort simple. Quelle serait la proportion de choix phonologiques dans les yeux, quand on ferme les yeux par rapport à quand on ouvre les yeux, et nous avons vu un léger shift, mais significatif, de choix, plus de choix phonologiques, processus primaire, les yeux fermés, qui veut dire que, par exemple, il y a des raisons pour lesquelles on peut coucher un patient, il va plus facilement fermer les yeux, il va plus facilement donner des associations phonologiques et de type de processus primaire. Nous sommes en train d'opérationnaliser tout ça en faisant un think no think. Je ne vais pas aller dans les détails, mais donc les mêmes stimuli sont proposés aux participants en demandant soit de penser au deuxième mot, soit de ne pas y penser. En ne pas y pensant, nous allons tous développer une onde cérébrale qui est l'onde cérébrale alpha et qui va se synchroniser s'il y a effectivement inhibition. Nous allons en fait essayer de mesurer cette onde alpha sur l'inhibition quand il faut dans la condition no think, en pensant qu'il pourrait s'agir éventuellement d'une forme d'équivalence du refoulement, le fait de ne pas penser à un associé et que ce serait plus difficile de ne pas penser à un associé phonologique qu'à un associé sémantique. Et nous allons aussi faire la différence entre une population où nous allons voir si les participants sont éventuellement plus dans une structure de psychose ordinaire ou plus dans une structure de névrose pour voir si les résultats sont différents. Ceci, nous n'avons pas de résultats, c'est en cours. Une autre étude vient de donner ses résultats et c'est toujours une étude avec des instruments linguistiques et en fait toujours une étude sur le mode du processus primaire. Elle est inspirée par la Traumdeutung où Freud dit que le rêve est un rébut. Elle est aussi inspirée par
les études précoces de Chevrine et de Fritzler dans les années 60 et 70. J'ai fait mon postdoc avec Chevrine et lui déjà proposait des stimuli à penny, tiny, beacon, qui formaient des rébus, mais il les proposait subliminalement, alors que moi, je n'ai pas les moyens de le faire subliminalement, je le fais totalement supraliminalement. Et nous proposons par exemple des stimuli comme ceux-ci, qui forment un rébus. Voilà, je n'ai pas l'occasion, nous ne sommes pas en présentiel, de vous demander quel est le rébus. Nous proposons ces images pendant 5 secondes, après quoi nous donnons un mot amorce, comme par exemple jus, et nous demandons les 5 premières associations au mot jus. Donc je pense que peut-être maintenant vous avez déjà deviné le rébus. Le rébus c'était citron. Alors voilà encore un autre rébus. Prenez le micro, dites tout haut si vous devinez le rébus. Moi je vois rien, donc je peux pas voir si vous réagissez. Quel serait ce rébus? Rallye. Ouais, voilà. Et nous avons Dakar. Et donc, nous allons voir si Rallye sort à Dakar. Et encore un rébus un peu plus difficile. Moustache. Oui, moustache, voilà. Et nous avons Barbe. Et nous allons voir si moustache sort à Barbe. Et voilà donc la façon dont nous le faisons. Naturellement, nous comparons une session expérimentale avec une situation contrôle où le même mot, donc jus, ici il est soit précédé des mots qui forment le rébus, soit précédé d'autres, enfin soit précédé des images qui forment le rébus, soit précédé des images qui ne forment pas le rébus ou qui ne forment pas le rébus du tout, ou qui ne forment pas le rébus qui a à voir avec le mot. Et nous comptons combien il y a de résolutions de rébus, combien il sort plus de citron dans la condition expérimentale que dans la condition contrôle. Et ce n'est que quand on a de façon significative plus de mots dans la condition expérimentale que dans la condition contrôle qu'on peut dire qu'il y a un vrai amorçage rébus. Qui plus est, nous avons un débriefing en entonnoir, donc nous faisons une sélection très stricte. Dès qu'il y a la moindre conscience que les images ont formé un rébus, nous trions les participants, nous les sélectionnons, nous ne les prenons pas, nous ne prenons que les participants qui ont été totalement naïfs et donc par rapport auxquels nous pensons que s'il y a eu résolution de rébus, ça a été fait sur le mode du processus primaire. Et donc les résultats sont significatifs, même si la taille des faits est décevante, elle est extrêmement petite, mais le modèle est solidement significatif et est aussi très précis. Et donc il est aussi anecdotiquement il marche mieux en direction inverse. Donc, au lieu d'avoir si et tron, il marche mieux tron-si pour la résolution de rébus. Et donc, nous résolvons des rébus sans le savoir, tant à l'endroit qu'à l'envers, et nous proposons que ceci soit une vérification empirique de l'effectivité mentale du signifiant. Nous avons une autre étude qui s'appelle les nouvelles métaphores et la psychose ordinaire. Les métaphores, au lieu de mesurer séparément les processus primaires et secondaires, nous proposons que c'est vraiment un entrelacement entre les processus primaires et secondaires. Ça doit être des nouvelles métaphores parce que sinon, elles sont résolues sur le mode du processus primaire de façon lexicalisée, alors que nous voulons mesurer la mobilisation du processus secondaire, on pourrait dire la mobilisation de la métaphore du nom du père. Et cela va comme ça, nous présentons une partie de phrase, sa lettre d'adieu contenait des poignards, et nous proposons 3 solutions de réponse, et pendant toute la nuit j'en ai pleuré, et je les ai retirées de l'enveloppe, et à l'hôpital on a soigné une vilaine entaille. Et nous avons mesuré combien de réponses métaphoriques ont été données, nous avons comme ça 10 métaphores nouvelles, et nous avons aussi un questionnaire de psychose ordinaire qui est en voie de validation, qui a un très bon alpha de Cronbach, qui a une très bonne solution de factorielle et qui est aussi corrèle très bien avec, par exemple, le questionnaire de personnalité schizotypique. Et donc, nous avons trouvé que dans la dite psychose ordinaire, pour autant qu'on puisse dire qu'il s'agit de ça, il y a significativement moins de réponses métaphoriques que dans la non-psychose ordinaire.
La dernière étude que je vais vous présenter est celle sur les lapsus tabous et la défensivité. C'est une étude menée par Lola Thieffry qui a opérationnalisé une tâche d'induction expérimentale de lapsus, qui a pour ça dû traduire 32 lapsus tabous et 32 lapsus neutres. Et donc, ça a été toute une difficulté vraiment linguistique de trouver, par exemple, pour les lapsus neutres, bac, sol, sac, bol, pour les lapsus tabous, par exemple, nat, chic, chat, mic, et pour opérationnaliser ça sur PsychoPy, ça a été aussi vraiment une difficulté technique, mais elle a réussi à le faire. Et donc, voilà, je ne vais pas le lire tout tellement c'est un lapsus tabou. Et elle a pu montrer que les sujets forts défensifs produisaient plus significativement plus de lapsus tabous, pas de lapsus neutres, que les sujets peu défensifs. Pourquoi est-ce que je vous donne tout ça, c'est presque une indigestion de recherche. En fait, vous pouvez plus ou moins tout oublier. Ce qui est important là-dedans, c'est que j'espère vous avoir montré qu'une mesure est possible, qu'elle semble faire sens et qu'elle semble donner des résultats intéressants et que maintenant, les combiner avec, par exemple, des mesures ERP et ESG peut donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Et je propose même que, par rapport à cette boîte d'outils que je suis en train de constituer, que d'autres peut-être peuvent constituer, qui sont les listes des mots, les rébus, les métaphores, les lapsus, etc., il y a quelque chose de possible quant à une autre forme de diagnostic. Une autre forme de diagnostic qui serait un diagnostic par rapport à une position de comment le sujet mobilise-t-il les processus primaires et secondaires, comment a-t-il accès flexiblement, peut-il switcher de l'un à l'autre, comment se positionne-t-il par rapport dans le langage, comment fait-il avec l'ambiguïté du langage. Par exemple, y a-t-il une exploration de l'ambiguïté phonologique et de l'idiosyncrasie, ce qui témoignerait de peu de défensivité, ce que nous avons pu démontrer de façon indépendante, ou y a-t-il une fuite de l'ambiguïté phonologique et de l'idiosyncrasie, ce qui correspond avec une défensivité que nous avons aussi pu montrer de façon indépendante, alors que par exemple dans une structure peut-être psychotique, il y a une décompensation dans l'ambiguïté phonologique et l'idiosyncrasie, mais il peut aussi y avoir une fuite beaucoup plus rigide de l'ambiguïté phonologique et de l'idiosyncrasie dans peut-être une forme de psychose stabilisée ou suppléée. Pour les rébus, on se demande si dans la névrose, il y aurait une résolution complètement indépendante de la perspicacité, donc de voir le fait qu'il s'agit de rébus, alors que peut-être dans la psychose, il y a une perspicacité relativement indépendante de la résolution de rébus. Donc nous avons eu en psychiatrie un patient qui nous lisait les rébus. Voilà, les résultats pour le reste sont plutôt décevants du côté des rébus. Voilà, je vous laisse quand même la question. Mais du côté des métaphores, par exemple, la résolution de nouvelles métaphores dans la névrose, alors que peut-être il y a une difficulté d'accès aux nouvelles métaphores aussi dans peut-être la psychose ordinaire. Ce qui pourrait mener, à mon avis, vers un diagnostic mental en termes de position logique dans le langage. Naturellement, c'est une position plus lacanienne. Le sujet se caractérise par une position dans le langage. L'inconscient est structuré comme un langage. On peut l'ouvrir à une position en termes de processus primaire et secondaire. Et pour moi, ces enjeux et cette nécessité du recoupement entre psychanalyse et neurosciences se retrouvent lors de une relecture motrice de Freud et son pendant d'opérationnalisation. Ça mène à quelque chose. Pour moi, ça mène aussi à un diagnostic proprement parlé mental. Donc, comme je vous dis, un positionnement des dynamiques mentales par rapport au processus primaire et secondaire et un positionnement dans le langage, ce qui serait un diagnostic pour moi radicalement indépendant du diagnostic phénoménologique, des phénomènes, du diagnostic médical ou social. C'est aussi un diagnostic indépendant qui est radicalement indépendant du degré d'adaptation. En fait, je propose que l'inflation de diagnostics que nous avons, des diagnostics de burn-out,
de harassment, des diagnostics dans le champ de la dysphorie de genre. Tous ces diagnostics-là, pour moi, je les vois comme des diagnostics sociaux d'une époque qui caractérise la culture sociale de l'instant, comme le railway spine était un diagnostic aussi lors de l'introduction du rail et des trains. Eh bien, voilà, nous avons des problèmes sociaux qui nous traversent. Nous avons des diagnostics, pour moi, sociaux et qui ne sont pas des diagnostics mentaux, qui sont d'une diversité, d'une hétérogénéité mentale totale, qui ne sont pas des diagnostics mentaux. Eh bien, une autre forme de diagnostic permettrait de s'en émanciper totalement et permettrait aussi de la psychologie de se positionner de façon autonome dans le champ scientifique et sociétal et par exemple aussi de sortir des débats entre le déterminisme biologique et donc tout est déterminé et le constructivisme social, tout est possible. Il y aurait là une psychologie qui dirait non, tout n'est pas déterminé, mais non, tout n'est pas possible. Il y a une conditionnalité à ce que peut être un appareil psychique. Voilà, je m'arrêterai là. Je vois que j'ai fait quand même relativement rapidement puisque nous avons encore une petite vingtaine de minutes pour la discussion et j'en suis heureuse. Donc, merci de votre attention et s'il y a des questions ou des commentaires, je serai tout à fait heureuse de les recevoir.